tous. Et j'espère que ça n'a pas été trop dur, mais enfin la fête de la musique c'était sympa hier. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont profité. Vous avez profité quand même, ouais. Ouais, c'est cool. Parce qu'il y en avait partout. Hein. J'étais parisien hier soir, donc c'était sympa. Voilà, d'une façon générale, moi j'habite sur Montélimar, enfin sur le nord de Montélimar. Je suis installé au milieu des collines, au milieu de à peu près rien. J'ai comme voisins des chèvres, des chevaux, et puis beaucoup de forêts. Donc c'est plutôt assez sympa. Mais en dehors de ça, en fait, la raison pour laquelle, en effet, je travaille différemment maintenant, je suis en conseil pour les entreprises et je fais beaucoup de conférences, c'est autour du fait que j'ai 35 ans d'expérience avec l'entreprise WL-Gore. J'ai démarré quasiment, j'ai travaillé tout le long dans cette entreprise, j'ai simplement travaillé quelques années dans l'agriculture, donc pas grand-chose à voir. J'aimais la terre, donc je pense que j'y reviens aussi. Et du coup, pendant ces 35 ans, j'ai vécu un bonheur extraordinaire, des expériences incroyables. Et l'avantage que j'ai, c'est que évidemment, j'arrive à me mouvoir dans un système qui est sans hiérarchie, qui est sans un système classique d'encadrement, où on prend ses propres engagements, où on a beaucoup d'autonomie. Et j'arrive à me mouvoir de façon très naturelle, parce que c'est devenu évidemment totalement, pour moi, je ne me pose même pas la question. Donc par rapport à ce que je peux vous apporter, ce qu'on va voir là, c'est vous apporter beaucoup d'éléments qui sont autour de peut-être de questions que vous posez dans des situations que vous connaissez et sur lesquelles vous vous posez des questions de comment ça pourrait se résoudre ou comment ça pourrait avancer ou quelle serait la façon dont il pourrait y avoir une réaction. Tous vos commentaires sont bien. Alors, on n'est pas très nombreux, donc avant tout, ce qui est bien, c'est qu'on puisse avoir beaucoup d'échanges, hein, que ce soit simple, facile, et quand vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça, c'est vraiment une heure qui est complète pour vous. Et puis suivi par des entretiens un peu plus individuels, si vous voulez, par la suite. Voilà, donc en effet, nous sommes trois dans cette association, qui s'appelle Liberté et Associés, tout simplement. Donc on a gardé les associés de chez Gore, et puis on a pris la liberté. Et nous sommes trois, et on travaille donc sur des choses un petit peu différentes, des conférences, aussi quelques ateliers, des ateliers spécifiques, quand il y a besoin de travailler sur des points spécifiques, avec certaines sociétés. On commence aussi de l'accompagnement à l'entreprise, même si on est bien clair que ce dont je vais parler, c'est bien une philosophie qui n'a surtout pas de boîte à outils, mais dans l'accompagnement, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on construit. Ce qui est passionnant pour une entreprise qui démarre là-dedans, c'est évidemment de construire eux-mêmes, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de choses qui sont écrites, tout est à faire. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis sinon, on a également des entretiens qui peuvent se faire de manière un peu plus individuelle avec un certain nombre de personnes, mais on n'a pas de. Nous appuyons sur des coachs quand il y a besoin de coachs qui ont des savoir-faire différents de ce qu'on sait faire de notre côté. Voilà, donc moi je vais surtout insister là parce que vous êtes des spécialistes. D'après ce que j'ai compris de Bernard, vous connaissez très bien l'entreprise libérée, vous savez très bien ce que c'est que l'ensemble de toutes ces activités et c'est une nouvelle façon de s'organiser, donc je ne reviens pas du tout là-dessus. Je vais revenir vraiment sur l'aspect plutôt WL-Gore, donc l'expérience que j'ai à travers cette histoire de l'entreprise. Donc juste pour revenir au départ, pour bien comprendre en fait le départ de l'entreprise, WL-Gore, c'est parti donc évidemment avec Bill Gore qui était ingénieur, chimiste, et qui travaillait donc aux États-Unis chez DuPont de Nemours. DuPont de Nemours est déjà une très grosse société dans les années 50, une société qui est déjà multinationale, qui est déjà importante, avec plusieurs milliers de salariés. Et il se rend compte que la recherche et le développement sur lequel ils sont appuyés énormément, l'innovation baisse au fur et à mesure des années, et donc il y a un problème. Donc ils cherchent à comprendre ce qui se passe, ils comprennent assez vite que le système dans lequel ils sont, qui est assez cadré, étouffe l'innovation, la possibilité de créativité et d'innovation. Donc ils vont s'organiser autrement, ils décident de s'organiser autrement pour tout ce qui est recherche et développement. Le R&D est sorti du système habituel, ils s'organisent par eux-mêmes, par petits groupes, les task force, les petits groupes qui travaillent sur leurs propres objectifs et ils s'organisent comme ils le souhaitent. En fait de ça, Bill Gore va tirer une expérience extraordinaire à quel point, quand on laisse de la liberté et quand on laisse les groupes s'organiser par eux-mêmes, à quel point c'est efficace. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, du coup, la créativité est remontée énormément de choses se sont développées, des nouvelles choses, qui étaient ensuite remis
comme possibilité de développement et de production dans le système hiérarchique habituel du pont de Nemours. Et là, il y avait un certain nombre, en effet, de projets qui étaient évacués parce que pas rentable, pas valable, ou parce qu'on n'est pas intéressé. À nouveau, c'était un peu écrasé. Mais n'empêche que le recherche et développement marchait super bien. Dans les années, fin des années 50, il a lui-même été très documenté, hein, avec énormément de lectures qu'il faisait dans le domaine de l'organisation humaine, hein, autour de l'autonomie. Donc il était lui-même quelqu'un qui était très, très, très humain et cherchait vraiment à développer cette partie-là. Également très créatif, c'était un chercheur dans tous les sens, incroyable. Moi j'ai lu des bouquins, parce qu'il y a des bouquins internes sur ce qu'il pouvait faire, c'était hallucinant. Il faisait des essais sur sa voiture, dans la cuisine, etc. C'est un type qui faisait des trucs dans tous les sens. Et à partir de là, dans les fins des années 50, il trouve des applications un peu spécifiques avec son groupe sur le PTFE, le téflon. Dupont fait d'ailleurs beaucoup de téflon aussi. Et cette application qui était sur des câbles électroniques n'intéresse pas Dupont. Donc ça ne passe pas la partie industrialisation et commercialisation. Donc lui propose de partir avec cette invention et de créer sa propre société, ce qu'accepte Dupont, et il crée sa propre société. C'est comme ça qu'a démarré la société en 58. Mais en effet, il démarre très vite avec plusieurs idées. La première chose, c'est, en effet, il avait une idée générale qui était un rêve, qui était améliorer la vie des gens, de ceux qu'il allait servir, d'une façon générale, clients ou consommateurs. Des produits qui étaient très innovants, toujours la créativité, ce dont tu parlais Bernard, c'est à quel point cette société s'est organisée autour de la créativité. Et la dernière chose, c'était travailler avec des associés qui étaient autonomes. Associés parce que dès le départ, ils souhaitaient que, ils pensaient que réellement de pouvoir intéresser chacun des salariés au capital de l'entreprise, qu'ils fassent partie de l'entreprise, qu'ils se sentent partie de l'entreprise, il fallait qu'ils soient sur un système qui soit un système d'associés et non pas un système salarié classique. En réalité, ça c'est des choses sur lesquelles je vais revenir souvent, en réalité, il y a la partie légale, la partie donc, qui est organisationnelle. Par exemple, pour moi, j'avais bien une feuille de salaire, hein, j'étais bien salarié, mais à l'interne, nous sommes, et l'entreprise ne parle que d'associés, et tous les salariés qui parlent entre eux sont des associés. Et donc, évidemment, ça amène à une approche qui est une approche beaucoup plus plate, beaucoup plus égalitaire. Il n'y a pas de titre, hein, c'est la deuxième chose qu'il voulait absolument avoir, pas de rang, pas de titre. C'est ce qu'il voulait vraiment mettre en avant, de manière à ce que les choses se fassent facilement, la communication se fasse facilement, et qu'il n'y ait pas de frein dû au fait que je m'adresse à telle personne qui a telle position, et ça me freine. Donc c'était hyper important pour lui, donc dès le départ, et ça il l'avait expérimenté chez Dupont. Hein, tout ça, parce que dans leur petite task force, il n'y avait pas de titre. Ils étaient tous ingénieurs ou techniciens, avec des savoir-faire différents. Il y en avait un qui prenait en fait la partie plus d'emmener la coordination du groupe, mais pour le reste, c'était entièrement des échanges qui étaient entièrement au même niveau, hein, entre guillemets. Donc c'était vraiment pour lui très important de pouvoir mettre ça. Du coup, une organisation qui était en triage plat, ça c'était toute sa vision humaine, hein, savoir qu'en effet, il n'y avait pas de système hiérarchique pyramidal avec celui qui commande et la cascade de tous ceux qui allaient donc, passer les ordres. Et puis, c'était basé énormément sur la confiance, avant tout confiance dans chaque personne avec qui il travaillait. Et ça, c'est un mot qui revient tout le temps. La confiance, la confiance, la confiance. Et c'est les premières choses sur lesquelles il faut s'appuyer quand on a envie de s'organiser autrement. C'est le point de base. Évidemment, la vision, je vais revenir dessus, parce que la vision est hyper importante dans les entreprises qui commencent à s'organiser autrement. Si jamais on a dans une entreprise l'envie d'avoir une philosophie qui soit une philosophie plus tournée vers la liberté, la confiance de chacun, l'autonomie de chacun, il faut absolument qu'il y ait un phare qui soit vers lequel tout le monde est d'accord pour aller, vers lequel on peut se diriger. Si on n'a pas ça, alors on se retrouve avec des salariés qui vont prendre de l'autonomie chacun, qui vont prendre de la liberté chacun, et qui vont travailler pour eux-mêmes ou pour des petits groupes, et qu'il ne va plus y avoir de projets collectifs. Et la balance, c'est l'autonomie avec le collectif. Donc, on va rentrer beaucoup aussi là-dedans, cette partie-là. Sa vision était clairement en fait déjà assez précise, de commercialiser des produits innovants, donc toujours l'innovation, à base de téflon, PTFE. Donc là, il y a plusieurs histoires qui montrent que c'était une chose importante, qui améliore la vie des gens. Donc c'était la vie des clients, la vie de ceux qu'on allait servir avec des produits. Et c'est vrai que
quand on avait des produits, il y a beaucoup d'innovations dans cette entreprise, quand il y avait des produits, moi j'ai vu par exemple dans le textile, j'ai travaillé quasiment tout le long, un peu dans le médical, mais surtout dans le textile. Dans le textile, quand il y avait des inventions qui étaient mises au point, par exemple, on avait inventé à un moment donné des textiles dans les années avant 90, ça n'existait pas vraiment, on avait des vêtements donc, extrêmement confortables et extrêmement performants sur l'extérieur hein, pour se protéger de la pluie et en même temps respirer. On s'est rendu compte que aussi bien étaient les vêtements, si jamais on avait contre la peau quelque chose qui n'était pas performant, ça ne marchait pas bien. Et donc l'entreprise avait travaillé sur des sous-vêtements, des sièges de sous-vêtements qui étaient des sous-vêtements très confortables. On appelle aujourd'hui, on le trouve partout, des sous-vêtements techniques qui sont dans différents matériaux synthétiques. Et on a inventé ça. Mais il n'y avait absolument aucun PTFE dedans. Et pourtant on a été très loin parce que ça a été jusqu'à commercialiser vraiment le textile. Et on a arrêté parce que ça ne correspondait pas à la vision de l'entreprise. Donc ça peut aller loin. Il y a pas mal de produits comme ça qui sont inventés, qui sont quelquefois d'ailleurs revendus à l'extérieur, mais ils ne correspondent pas à la vision. Donc en effet, l'entreprise se concentre sur ce qu'elle considère comme sa vision, son élément d'avance pour avancer et qui va permettre d'organiser l'ensemble des groupes autour de cette approche et de ce qu'ils cherchent à faire collectivement. Ici, donc déjà, on voit les années 82, je crois 82 ou 84, ce qui est en haut 82. Unmanagement, c'était déjà le côté sans manager, donc c'était un peu journalistique, un peu provocatif, mais l'idée c'était en effet qu'il n'y a pas de manager chez nous. Et en effet, il y a un système de coordination, mais le système de coordination est un peu autre que le système classique. Donc on a un système plat d'organisation que vous connaissez probablement aussi à travers d'autres entreprises qui fait que individuellement ou par petits groupes, on s'organise énormément par petits groupes, comme chez Favi par exemple, aussi qu'il a fait dans les années 80 avec ses mini-usines, mais c'est là, c'est autour de projets, autour de clients, ça peut être autour de BU, ça peut être autour d'énormément de choses. L'important c'est d'avoir des groupes qui soient de taille entre guillemets humaine, c'est-à-dire des groupes qui emmènent vraiment des business, c'est 25-30 personnes, ça peut être 2, ça peut être jusqu'à 25 ou 30. Et les usines, ça ne dépasse pas de toute façon 200 personnes. Parce qu'une usine, au-delà de 200 personnes, on ne se connaît pas, on ne se connaît plus. Et donc ça pose un problème par rapport à un système qui est basé sur la communication, sur la confiance à chacun et sur l'autonomie de chacun. Donc en effet, c'est une organisation qui est autre. Pour pouvoir s'organiser avec un nombre de personnes important, il faut pouvoir se réorganiser en petits groupes. Petits groupes, et aussi ça marche du point de vue individuel. C'est-à-dire que il y a chaque personne aussi qui communique avec chacun comme ça, de cette manière-là. C'est là, avec en effet, par exemple ce groupe du milieu, peut correspondre à un groupe qui va coordonner plusieurs BU ou plusieurs pays. Donc il y a des moments où il y a besoin, c'est très organisé, il y a besoin évidemment à ce que l'ensemble puisse bien fonctionner, et évidemment il y a besoin de coordonner l'ensemble des activités pour qu'elles aient du sens par rapport à la vision, mais par rapport aussi à la stratégie, par rapport à la tactique, etc. Donc c'est hyper important. Chacun des groupes, en fait, comme il n'y a pas de titre, il n'y a pas de rang, quand on a besoin en tant que groupe projet ou groupe de travail, on a besoin d'une compétence qu'on n'a pas en interne, on va la chercher dans un autre groupe. Et on va simplement parler avec la personne qui a la compétence, et on lui demande s'il peut passer du temps, ou elle peut passer du temps, pour aider à ce projet ou à ce business, sachant qu'il y a un sens très important, très clair de ce qu'on cherche collectivement à atteindre en tant que société. Donc ça reste quand même quelque chose qui est bien ancré chez chacun des salariés, c'est l'autonomie, évidemment me développer moi-même, mais aussi, bien entendu, je suis dans un collectif et je travaille dans un collectif. Et ça, évidemment, c'est un point qui permet de bien garder les choses dans une approche qui reste performante pour tout le monde. Donc les groupes travaillent de cette manière-là. Après, chez Gant, on va retrouver différents systèmes qui sont différentes grosses entreprises internes. Il va être, par exemple, tout ce qui est produit électronique, ce sont des câbles électroniques, le premier métier de Gant, dans lequel vous allez avoir plusieurs centaines ou quelques milliers de personnes. Ensuite, vous allez avoir le médical, qui fait des prothèses vasculaires. Donc, en effet, c'est une autre entreprise interne qui va pouvoir travailler en autonomie. Ensuite, il va y avoir évidemment tout ce qui est produit industriel, c'est des joints d'étanchéité, joints téflon, des poches filtrantes, voilà, des produits qui sont tout à fait différents de ce qu'on connaît de Gore à l'extérieur. Et puis enfin, évidemment, le textile qui est la partie visible, en fait, hein, la vitrine de l'entreprise,
et qui évidemment était un très gros secteur. Et donc chacun est organisé de cette manière-là, avec à la fois des petits groupes qui sont organisés avec de l'autonomie et des coordinations qui permettent de faire avancer le BU en entier. Et à l'intérieur, il y a ces 4 BU, ces grandes divisions. Il y a évidemment un CEO aussi, qui est aujourd'hui Terry Kelly. Terry Kelly est une personne qui s'est fait, donc en tant que CEO, s'est fait élire en tant que tel, d'une manière assez significative chez Gore, c'est-à-dire que l'ancien CEO devait partir à la retraite, il fallait le remplacer. Il y avait donc un certain nombre de personnes qui pouvaient éventuellement le faire. À chacun, on a pris un groupe de 160 personnes environ qui étaient proches du corporate, qui avaient une vision globale de l'entreprise. Et on leur a demandé de produire une liste de ce qu'ils considéraient comme les 5 ou 10 noms, et qui étaient les personnes qui, à leur avis, étaient les personnes les plus intéressantes pour être CEO. Et donc cet exercice, à la fin de cet exercice, ce qui est sorti, c'était le nom de Terry Kelly, qui était la première qui a été nommée. Évidemment, Terry Kelly, c'était pas un système où elle s'était mise en avant en disant, ben voilà, je voudrais être élu par vous, je peux faire ça. Absolument pas, elle n'avait absolument pas demandé ni d'un côté ni de l'autre. Et simplement, donc on est revenu vers elle, et on lui a demandé ce qui ressort. On te laisse une semaine, tu réfléchis, et puis tu me dis, tu es OK pour devenir le CEO, le prochain CEO. Elle est CEO depuis un peu plus de 10 ans. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il n'y a pas même à travers la famille, parce que c'est quand même la famille qui possède une bonne partie de l'entreprise avec ses associés, c'est pas un système où on vient imposer, même au niveau du CEO, le CEO qui va emmener l'entreprise. Donc vous allez voir au fur et à mesure que c'est vrai dans tous les personnes qui vont être des leaders et qui vont coordonner les opérations, ce sont toujours des personnes qui vont être reconnues et crédibles et reconnues par le groupe qu'ils emmènent ou les groupes qu'ils emmènent. Donc en effet, 3 points qui sont vraiment importants. La communication facile, j'ai toujours remis bien la confiance, c'est vraiment appuyer sur la confiance, la communication facile, simple, pas de titre, pas de rang, c'est simple, c'est facile, on n'est pas bloqué. Et d'autre part, évidemment, l'engagement, l'autodirection. Pas de rang, pas de titre est intéressant aussi, sachez que c'est un élément qui est très fort pour aussi la relation en dehors de l'entreprise avec ses clients et avec ses fournisseurs. Parce que du coup, vous avez des salariés, des associés là, mais des salariés qui vont être extrêmement à l'aise pour se mouvoir face à des sociétés qui sont très hiérarchiques en face et qui vont avoir des titres. Mais comme ce n'est pas une habitude, on est à l'aise en fait de pouvoir parler les uns avec les autres, le titre n'impressionne pas. Et donc du coup, on a une grande facilité pour un commercial, par exemple, de pouvoir discuter à un moment donné avec le PDG, puis ensuite avec le directeur commercial, et ensuite avec ceux qui vont peut-être produire, le directeur d'usine qui va avoir à produire, etc. C'est quelque chose qui se fait très facilement. Il y a une très grande flexibilité, du coup, dans la manière dont on va aborder les différentes personnes, les différents membres de nos clients. Pareil pour les fournisseurs. Donc c'est vrai que ça devient quelque chose qui est un système qui vient irriguer aussi les sociétés qui travaillent avec Gore. Non pas sur le système, mais sur la manière d'aborder les choses, la manière de parler, la manière de se faire confiance. On n'est pas a priori en train de se dire, bah, tiens, le client essaie de nous avoir, même s'il y a une certaine prudence, parce que ça reste une société qui est différente, et que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes, la vision n'est pas forcément la même, mais il est évident que l'entreprise travaille avant tout avec un système de confiance avec ses fournisseurs et avec ses clients. Et ça, c'est très très fort. Donc ça, c'est juste une image que je vous montre, c'est juste pour bien expliquer que l'entreprise Gore, c'est 58 ans en fait d'expérience à travers ce système-là. Ça a amené dans les premières 20 années à monter énormément ce que j'appellerais, on appelle ça la culture Gore, ce que j'appellerais moi ici en France des valeurs. Les valeurs sur lesquelles, collectives, les valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord. C'est un des deuxièmes points, c'est la vision. Mais il y a dans le comment on y va, il y a aussi les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer pour faire avancer ce projet collectif. Et là, en effet, pour toutes les sociétés, donc là, c'est surtout pas quelque chose qu'il faut prendre comme quelque chose qu'on peut utiliser ailleurs, mais il est évident que chaque société qui veut rentrer là-dedans, ce qui est passionnant, c'est qu'elle va avoir à inventer ses propres valeurs. Et ça, c'est passionnant, c'est fabuleux, parce que vous allez demander à l'ensemble de vos salariés, ou ceux que vous accompagnez, quelles sont les valeurs sur lesquelles ils veulent s'appuyer avec vous pour avancer dans un projet qui est un projet d'autonomie et de liberté.
Et ça, s'il n'y a pas ça, si vous enlevez une partie ou une autre, eh bien ça devient déséquilibré. Et à ce moment-là, la liberté, l'autonomie ne fonctionne pas bien. Hein, souvent, ça revient avec des salariés qui vont avoir tendance à revenir sur leurs propres intérêts personnels et ne plus être dans comment je travaille en équipe, comment j'avance avec l'équipe et comment j'avance au niveau de la société. Qu'est-ce que j'apporte, comment je contribue à l'entreprise. Donc là-dedans, vous voyez, il y a bien au cœur, hein, c'était se faire plaisir et gagner de l'argent. Donc on était bien le bonheur, et c'est bien le bonheur et le travail à la fois. Hein, faire des affaires et savoir être heureux dans ce qu'on fait. C'est un point qui était vraiment au cœur de ce que je voulais mettre en avant Bigorre. Après, on va passer par tout ce qui est sponsor, c'est le parrainage, évidemment la liberté, la ligne de flottaison, l'honnêteté et l'engagement personnel. Il y a beaucoup de choses encore autour de ça. Hein. La culture surveille, ça par exemple, c'est aussi 65 questions qui sont posées tous les ans à l'ensemble des 10 000 salariés. Ça fait 10 000 salariés, 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une société qui montre aussi une taille, qui montre que ça fonctionne même à une taille large. Hein. Et tous les ans, il y a une enquête qui est faite pour savoir à quel point les salariés se sentent bien, dans quoi est-ce qu'ils se sentent moins bien, dans quoi est-ce qu'ils se semblent confiants dans l'entreprise, moins confiants, s'ils sont confiants dans la vision, dans la stratégie de l'entreprise, également s'ils sont confiants dans leur leader. Hein, donc il y a aussi une partie qui est pouvoir exprimer, si on n'a pas réussi à s'exprimer autrement, de je me sens bien par rapport à ceux qui m'emmènent, hein, j'ai confiance ou non. Donc ça c'est un élément qui est très important, c'est fait tous les ans, régulièrement. En effet, c'est quelque chose qui est interne, mais à la fois qui apporte beaucoup pour comprendre où on en est. Pas de titre, pas de boss, hein, pas de manager, pas de chef. Voilà. Ça, c'était vraiment un point super important. Donc, à l'extérieur, quand on a les entreprises très hiérarchiques, évidemment, quelquefois, on avait besoin de titres pour pouvoir se positionner. Par exemple, quand on avait affaire aux militaires, quand on avait affaire à des entreprises très organisées de façon hiérarchique, ils veulent savoir à qui ils s'adressent et qui prend la décision. C'est souvent la décision. Bah, attendez, ok, mais à la fin, c'est qui prend la décision? C'était le truc. Alors, à ce moment-là, dans l'entreprise, Bigorre avait laissé l'ouverture totale à chacun de pouvoir mettre le titre qu'il considérait comme quelque chose qui allait aider l'entreprise, en effet, à faire des affaires à l'extérieur. Mais ce titre disparaissait dès qu'on était en interne. C'est-à-dire qu'en effet, sur les cartes, vous pouviez, carte de visite, vous pouviez mettre chef de projet, vous pouviez mettre directeur de marketing. Il fallait que ça ait un sens, évidemment, il ne faut pas que ce soit ridicule, il faut que ça ait un sens par rapport à votre savoir-faire. C'est-à-dire que si jamais moi j'étais plutôt commercial marketing, si je mettais directeur financier, je pense qu'assez vite en face de moi, un directeur financier aurait compris que je ne connaissais pas grand-chose. En tout cas, j'avais juste un vernis, mais je n'allais pas au-delà. Donc c'était mauvais, évidemment, pour l'image. Donc c'est évidemment important d'avoir quelque chose qui a un rapport. Mais sinon, on peut mettre le titre que l'on voulait, à partir du moment où ça aidait l'entreprise. Donc on avait souvent plusieurs cartes, hein, on pouvait avoir plusieurs cartes avec plusieurs titres, on pouvait servir selon les besoins. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours évité, dans un milieu comme le textile, c'est un milieu qui est assez facile, assez simple, j'ai rarement eu à rencontrer un vrai besoin de ce type-là, donc j'ai jamais eu de titre du tout. Donc c'est resté comme ça. Et dans ce que j'ai fait principalement, j'ai été leader de groupe, du groupe textile en France, donc 20-25 personnes pendant 20 ans. Voilà. Donc, mais les clients m'appelaient le patron du Textile Corps. Voilà. C'était comme ça qu'ils m'appelaient, parce qu'ils considéraient que c'était ça, mais j'avais rien marqué de nulle part. Sur la fiche de paye, vous aviez quand même quelque chose qui était genre directeur de division. Je dois avoir un directeur de division quelque part sur la fiche de paye, parce que là, en effet, je reviens toujours sur le fait qu'il y a le légal. Hein, on est bien d'accord, tout ça, ça se passe en interne, tout ça c'est fait pour que ça fonctionne, et ça fonctionne super bien. Ça veut dire que, généralement, comme les associés ou les salariés gagnent beaucoup, ils cherchent à s'autoprotéger. Et il y a la partie légale, on se met en conformité, et surtout ne pas se retrouver en situation qui ne soit pas conforme. Il y a des heures d'arrivée le matin et des heures d'arrivée le soir qui sont indiquées, il y a un certain nombre de choses qui sont indiquées, les vacances, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de contrôle. Vous voyez, sur le fond, il n'y a pas de contrôle. On n'est pas là en train de fliquer, en train de regarder ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Mais par contre, on est vraiment en conformité avec l'ensemble de toutes les règles de la légales qui sont différentes dans différents pays. Donc je vais passer simplement aux 4 points qui sont vraiment importants. Voilà, c'est les 4 points de base qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, hein, qui sont dans un modèle
organisationnelle plus libre, plus autonome. Évidemment, la première chose, c'est la liberté par laquelle rentre la culture française. C'est la première chose sur laquelle tous les salariés sont très très séduits par cette liberté. C'est beaucoup de liberté individuelle au départ. Le français a un peu de mal avec le collectif, donc c'est là où il faut un peu travailler. La liberté, c'est la liberté des exemples très précis. Par exemple, en ce qui me concerne, tout ce qui était et tous ceux qui étaient commerciaux avec moi, tout ce qui concernait en fait les prévisions sont faites par vous-même. Vous prenez des engagements personnels vis-à-vis de votre groupe, qui sont des, voilà, je prends ces 3 clients-là parce que c'est ceux que je connais bien, c'est ceux auxquels je peux m'appuyer, que je peux faire grandir. Et le groupe donne du feedback en disant, bah oui, c'est bien, c'est pas bien, ou tu pourras en prendre un de plus, etc. Donc une discussion. Mais c'est un engagement qui est personnel, personne ne me dit ce que j'ai à prendre, ce que j'ai à faire. Je vais créer mes propres forecasts, mes propres prévisions, qui sont vraiment celles que je connais parce que je connais bien le client, parce que je fais, et donc ce que je fais, c'est moi qui sais au mieux. Et puis après, ça va être aussi la stratégie pour atteindre ces objectifs, je la crée par moi-même, je propose une stratégie. Et ensuite, l'ensemble de ces objectifs stratégiques, évidemment, toujours discuter avec le groupe, le petit groupe, qui va donner du feedback positif, ou amener des choses, des éléments complémentaires, ou amener des angles de vue différents, qui me permet, moi, du coup, d'avoir une vision dans ma liberté, une vision non pas qui est la mienne simplement, mais une vision qui est beaucoup plus large, à 360 degrés, de différents angles, qui sont celles qui font l'administration ou ceux qui font l'administration des ventes, ceux qui sont ingénieurs et qui vont m'accompagner pour développer, ceux qui sont techniciens qui vont accompagner les clients pour mettre au point, etc. etc. Même la partie finance, qui va donner des points de vue différents pour pouvoir m'aider à ouvrir, évidemment, en termes d'objectifs, mais aussi en termes de stratégie. Donc, en effet, l'entreprise est très appuyée sur ce qu'on appelle la culture du feedback, hein, donc du retour régulier. Et ça, en France, c'est pas toujours simple au départ. En France, on n'a pas tellement l'habitude, le feedback est souvent considéré comme du négatif. Si jamais tu dis quelque chose sur ce que je propose, c'est que tu n'es pas d'accord ou c'est que tu me remets moi en question. Alors que la réalité, c'est qu'en effet, c'est extrêmement riche. Et quand on est bien dedans, c'est vrai que la richesse est extraordinaire, ce que peuvent apporter tous ceux qui sont en face de vous, qui travaillent avec vous. Comme vous travaillez dans un groupe dans lequel vous êtes dans un système de confiance, a priori, si on vous parle, c'est pas pour vous démonter, c'est parce qu'on a confiance dans les deux et qu'on va pouvoir apporter quelque chose, un point de vue qui est différent. Après, c'est à vous toujours de prendre une décision. Attention, c'est clair, c'est-à-dire que vous êtes bien responsable de votre engagement. Vous prenez bien votre décision à la fin, mais vous avez beaucoup de différents avis qui sont revenus sur vous, et donc vous avez différentes approches. Et du coup, quand vous allez prendre votre décision, c'est une décision qui va être une décision qui va peut-être aller dans le même sens que vous aviez prévu, ou vous allez la transformer un peu différemment de ce que vous aviez prévu au départ, parce que les avis ont vraiment du sens. Okay. Donc ça, c'est la liberté. Liberté, c'est aussi tout simplement, par exemple, d'une façon très simple, les notes de frais. Les notes de frais ne sont pas contrôlées, donc en effet, c'est la liberté de pouvoir engager des frais qui sont des frais qui vont pouvoir permettre de faire du business. On considère qu'a priori, si vous le faites, c'est parce que ça va permettre de faire du business. C'est vous-même qui avez de liberté au départ de pouvoir créer aussi votre propre budget, puisque l'entreprise a besoin de fonctionner avec des budgets à l'avance. Hein. Elle a des budgets donc, de notes de frais qui peuvent être de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 selon les besoins que vous avez dans l'année. Après, c'est un engagement qui est personnel de vous tenir autour de ça. Si ça dépasse, ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait vraiment de bonnes raisons ou un changement qui s'est passé dans l'année, un changement d'engagement, un changement géographique quelconque qui font que les notes de frais ne vont pas être les mêmes. Mais vous voyez à quel point ça fonctionne, ça part toujours de celui qui fait, qui va pouvoir donner réellement son avis au départ, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Après, il y a des ajustements qui sont faits, soit par le groupe, soit par la somme de raison, mais c'est ça qui va permettre de vraiment se mettre en place au départ. Et la deuxième chose, c'est toutes ces libertés, c'est génial, mais la ligne de flottaison, c'est pas loin du système de feedback dont je vous parlais. La ligne de flottaison, c'est-à-dire que l'entreprise est un bateau. C'est ça l'image. Et donc, vous avez sous la ligne de flottaison et au-dessus de la ligne de flottaison, tout simplement. Il y a 10 000 salariés qui sont sur le bateau. Et vous prenez des décisions. Vous êtes autonome, votre groupe prend des décisions, il est autonome. Évidemment, quand vous prenez des décisions, en principe, vous prenez des décisions pour que ça puisse développer le business, pour que ça puisse aider l'entreprise à se développer. Et par ailleurs, on sait très bien qu'en effet, la décision qu'on prend, ça peut ne pas marcher. Hein, il y a toujours une notion de risque. Cette notion de risque, donc là, c'est là que l'on peut la travailler. C'est
C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'entreprise et que vous allez prendre une décision qui a une certaine importance ou moins d'importance, vous allez énormément consulter ceux sur qui ça va avoir de l'impact. Donc ça peut être totalement en dehors de votre division. Par exemple, si je suis dans le marketing, j'ai une décision à prendre sur l'image de l'entreprise, je veux faire une campagne avec un certain nombre d'accroches, je vais voir le médical et je vais dire voilà ce qu'on a envie de faire et je vais attendre du feedback de ceux qui sont au médical, qui vont dire ah ça c'est bien mais attention, là ce mot-là peut être pris dans ce sens-là pour nous, attention là c'est une approche qui peut être, ou il va amener des éléments, dire ah on pourrait le réutiliser pour nous-mêmes. Donc c'est dans les deux sens, c'est pas seulement dans le sens risque mais dans le sens aussi apporter plus pour peut-être trouver des opportunités complémentaires qu'on n'avait pas vues aussi. Pareil, donc on est dans le même système, on ouvre un angle. On a toujours ces informations qui viennent, avec des angles différents, des points de vue différents, et qui vont permettre derrière de prendre ma décision, en sachant que je vais respecter le collectif. Donc ce qui est très clair, c'est que la ligne rouge, c'est si jamais on a fait bien donc, la partie feedback, et qu'il y a véritablement un risque où je perce sous la ligne de flottaison, et là je mets en risque le bateau, alors je ne dois pas prendre cette décision. C'est vraiment la ligne rouge. C'est extrêmement clair dans cette culture. Si jamais je perce au-dessus, bah oui, de toute façon on prend des risques, c'est logique, vous en prenez tous les jours, et en effet ça peut marcher ou pas marcher, et on apprend de ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. C'est droit à l'erreur. Donc ça c'est un élément qui est très important, et cette ligne de flottaison, quand vous arrivez dans l'entreprise, elle est très haute, parce qu'évidemment vous avez besoin d'énormément, comme vous n'êtes pas habitué, énormément de consulter, énormément de feedback pour prendre vos décisions, et au fur et à mesure, cette ligne de flottaison va s'abaisser, parce que vous savez où vous allez, vous savez ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux pour l'entreprise. Oui. Excusez-moi, je ne comprends pas bien ce concept de ligne de flottaison. Est-ce que vous... Je ne vois pas le lien avec culture de feedback, ligne de flottaison, etc. L'idée, c'est que si vous prenez une décision, il y a toujours un risque avec. Et que c'est une image, c'est-à-dire que si jamais vous prenez un risque et que ce risque est important en termes, par exemple, de plusieurs dizaines de millions de dollars, par exemple, vous avez trouvé une opportunité extraordinaire, qui est l'opportunité de développer 4 millions de mètres. Vous allez pouvoir vendre dans l'année 4 millions de mètres. Mais ça demande la construction d'une usine. Cette usine, c'est 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, voilà, dans l'entreprise, à la fois ça peut être absorbable, mais bon, à la fois c'est quand même un sacré coût. C'est-à-dire que si jamais votre business ne se passe pas, qu'est-ce qui se passe? C'est 40 millions de dollars qui sont à l'eau et qui posent un vrai problème avec des gens qu'on a embauchés pour pouvoir faire tourner. Alors ça, vous voyez, c'est ça l'approche. Donc en effet, quand vous allez arriver avec la consultation auprès de ceux qui sont responsables des usines, qui vont pouvoir vous donner du feedback, ils vont vous dire voilà où on va, voilà ce que ça veut dire, voilà quel est le coût exact, et voilà ce que ça veut dire en termes pour l'entreprise. Et pour nous, c'est la waterline, vue de notre point de vue. Donc, bip, vous avez cette ligne qui s'allume là. Je suis dans une zone qui est waterline. Okay, c'est-à-dire que si je rate, je perce sous la ligne de flottaison et je mets en danger l'ensemble. Okay, c'est vraiment ça le fond. Donc c'est toujours beaucoup de confiance et toujours beaucoup d'honnêteté et de communication entre tous. On est toujours là-dedans. Sinon, en effet, ça ne fonctionne pas. Sinon, je peux mettre de la ligne de flottaison partout pour dire non, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Hein, c'est juste pour empêcher. Et de sens de responsabilité de la part de chacun. Exactement. Parce qu'à la fin, je prends ma décision de cette usine. Mais si je prends cette décision alors que j'ai reçu plusieurs feedbacks qui étaient la ligne de flottaison, là je suis en dehors du système. Je suis. Là c'est plus le système, parce qu'en fait on ne peut pas prendre une décision de ce point de vue. Donc en effet, c'est un système qui s'appuie énormément sur beaucoup de confiance sur chacun, mais évidemment il faut qu'il y ait une véritable bonne notion de la collectivité, sinon ça ne fonctionne pas. Mais excusez-moi, par exemple, typiquement, pour reprendre l'exemple que vous citiez, c'est-à-dire la création, la construction d'une usine. Oui. On peut aisément imaginer que finalement toutes les divisions puissent être impactées. Oui, exact. Une partie des divisions puisse être impactée. Cette notion de feedback et de validation, sur quelle échelle de temps, dans un cas comme celui-ci, ça peut s'étaler ou ça s'étale Il n'y a pas de limite en fait. Il faut toujours comprendre que dans le système, tout est extrêmement souple. Il y a extrêmement peu de systèmes qui sont bien établis en disant voilà, quand on rentre là-dedans, c'est tel temps. Ça n'a pas d'importance en fait. Le temps. Alors c'est vrai que l'entreprise a cette chance, c'est qu'elle a la capacité, avec son organisation actuelle, elle est extrêmement performante, elle a la capacité à prendre le temps. D'autres entreprises peuvent être en effet sous pression de temps, ce
Ce qui n'est pas idéal, hein, on le sait tous, parce que quand on prend sous pression de temps, ce n'est pas forcément une vision qui va être suffisamment large. Donc on est bien là-dedans. C'est suffisamment à l'avant, suffisamment de personnes, pas trop, en effet, parce que sinon tout le monde finit en communication, on passe notre temps en meeting, donc c'est vraiment un savoir-faire qui se développe au fur et à mesure. Au départ, moi j'avais tendance à faire beaucoup de meetings, ça allait dans tous les sens. Mais en effet, il faut arriver à se restreindre énormément pour pouvoir communiquer ce qu'il faut, au moment où il faut, avec les personnes qu'il faut. Donc ça, en effet, ça se construit peu à peu. C'est pour ça que la ligne de flottaison, ça baisse au fur et à mesure. Mais au départ, on a tendance, en effet, à énormément consulter, passer beaucoup de temps. Mais c'est vraiment rentable. Pour soi-même, et pour l'entreprise, et pour tous ceux qui travaillent avec celui qui arrive à l'entreprise. Est-ce que paradoxalement, justement, ce système de ligne de flottaison et de concertation permanente ne peut pas freiner la créativité qui serait un peu plus disruptif que des choses plus adaptées par rapport à ce qui se faisait avant? Alors, le point qui est clair ici, c'est qu'il faut sortir du système habituel dans lequel on est, hein, d'organisation en effet hiérarchique dans lequel on progresse par des titres. On progresse par des titres, c'est-à-dire en effet, il y a beaucoup plus de politique. Je ne dis pas que c'est exemple politique, hein, dans une organisation comme ça là, mais beaucoup de politique en disant je freine parce que ça m'intéresse, parce que c'était ça le point. Et de pouvoir dire tiens, cette nouvelle idée, je ne vais pas la faire parce que... Ah non, je n'étais pas sur le côté. D'accord. J'étais vraiment sur le problème de créativité, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été inventées, Oui. alors que personne n'y croyait, et que toutes les études qui avaient pu être faites Présenter. démontraient que ça n'allait absolument pas marcher. Donc je me dis comment ça se passe. Alors d'une façon simple, vous avez raison, c'est un très bon point. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui sont faites sont en effet de la créativité qui peuvent être très larges. Par exemple, je reprends l'histoire de l'usine, il faut construire une usine à 40 millions et c'est un business énorme. S'il y a vraiment une ligne rouge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un danger pour l'entreprise, si ça ne marche pas, c'est la question qu'on va poser, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? Si la conséquence est élevée, alors ce qui est fait dans une entreprise comme celle-là, c'est qu'on fonctionne par tube à essai. C'est-à-dire qu'on va commencer par un morceau, un pays, comment dirais-je, quelques clients. Donc on a énormément de tests qui se font avec 3 clients. Comment est-ce que ça se déroule? Comment ça se passe? Si ça se passe bien, on apprend, on change d'ailleurs souvent beaucoup de systèmes à travers ce qu'on va apprendre, 1 an ou 2 ans, et là on l'ouvre à ce moment-là à plusieurs pays et on l'ouvre à plusieurs clients. C'est énormément comme ça. Ne pas hésiter en fait à fonctionner parce que personne n'a la science infuse, donc on ne sait pas, il faut essayer. Et il ne faut pas lâcher sur l'essai, il ne faut pas lâcher sur la créativité. Donc en effet, on peut tout essayer, la seule chose c'est que ça ne doit pas mettre en danger. Parce que si le danger c'est les 40 millions, alors on passe au-delà, on dit ben, comment je peux faire pour avancer dans l'idée, mais tout en ayant la capacité à simplement investir 40 000 $. Et donc à ce moment-là, en effet, on va prendre une toute petite partie de l'usine, on va commencer à travailler un client, on va servir une chose, on va faire sur un essai spécifique, sur un secteur très spécifique. Et là, on apprend. On passe sous la ligne de flottaison avec la décision qu'on a prise. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a eu des feedbacks, aucun feedback n'a vu la ligne de flottaison, et qu'en effet, à ce moment-là, c'est le droit à l'erreur, malgré que ce soit dangereux. On a eu des feedbacks. Oui, et en fait, personne n'a vu le danger. Oh, si, j'ai vu le danger. Ah oui, alors, à à ce moment-là, il y a véritablement un retour sur l'associé qui a pris cette décision. Il a véritablement en fait un retour sur lui pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision malgré ces retours-là. Et si jamais c'est volontairement qu'il l'a fait en sachant qu'il y avait ça, à ce moment-là, il ne peut pas rester en entreprise. Donc c'est à la fois véritablement des responsabilités réelles pour chacun. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de donner la liberté, c'est génial, et puis on fait tout le reste. C'est véritablement, c'est une responsabilité pour chacun. On verra aussi beaucoup à propos de l'honnêteté. Ici, on a énormément confiance en chacun. Il y a très peu de contrôle, donc on peut se demander, on peut faire des trucs, des notes de frais de travers, on va rapporter pour soi-même. Et ça, si jamais quelqu'un est malhonnête, et c'est vraiment vu, c'est vraiment visible, à ce moment-là, on ne peut pas rester en entreprise plus d'une journée. C'est immédiat. Et l'entreprise, quel que soit le légal, prendra ses responsabilités par rapport au fait que légalement, elle doit compenser. Parce qu'on ne va pas commencer à prouver dans tous les sens. On est bien d'accord, on t'avait donné ça, ça n'a pas marché, on ne dit pas que tu es une mauvaise personne, mais simplement, tu ne peux pas fonctionner dans ce système-là parce que nous, on n'a pas de cadre. On n'a pas de contrôle et on ne veut pas fonctionner là-dedans. Donc tu ne peux pas fonctionner avec nous. Donc tu es hors de l'entreprise. Et qui prend la décision dans ce cas-là? Alors, les décisions sont prises généralement par, d'abord, le groupe retourne vers son leader. C'est le leader qui va prendre la décision, hein, le coordinateur qui va dire, voilà, là j'ai un problème. Et c'est un problème qui est d'autant plus important que, ici, si vous laissez faire ça,
alors d'une certaine manière, en tant que leader, vous percez là. Parce que vous remettez en question l'ensemble. Si vous laissez des gens malhonnêtes profiter du système, alors là, vous mettez véritablement en danger l'entreprise. Donc on est bien là-dedans. Donc je ne dis pas que c'est sympa de prendre ces décisions, mais elle est assez facile à prendre. Parce que c'est très clair. Vous voyez, on est en train de se dire, ah c'est quand même dur, parce que ouais, c'est très clair. Je remets en danger l'ensemble. Et là, il y a 10 000 personnes qui sont derrière ça, avec une qui a fait quelque chose, ou deux qui a fait quelque chose de travers. Mais il a pu le faire de bonne foi. Alors ça, c'est le problème. Si jamais c'est fait de bonne foi, en effet, c'est pour ça qu'il y a une vraie discussion au départ. Hein. Ça a été fait de bonne foi, qu'il y a quelque chose qui a été de travers, c'est pas de la malhonnêteté. C'est ça, l'erreur, qui est un autre problème. Là, on rentre dans le problème de j'ai pas mis en danger, parce que généralement, c'est pas des choses démentielles, à moins que on ait, comment il s'appelait, Kevel, celui qui a fait Carvel, là, c'est sûr que ça devenait, là, ça aurait été un vrai problème. Enfin, je pense que la ligne de flottaison, si ça avait fonctionné, on lui aurait bien dit quand même. Donc, vous voyez bien comment ça peut fonctionner. Dans une entreprise comme celle-là, il a pris la liberté, oui, il l'a pris, mais elle n'existait pas, le mode de fonctionnement de cette entreprise. Donc c'est vrai que du coup, les contrôles, ils passent à travers, parce que plus il y a de contrôles, les gens sont très intelligents. Les contrôles, ils vont toujours passer à côté. Vous allez devoir mettre encore d'autres contrôles. Enfin, on sait comme à quel point c'est. Et ça coûte une fortune. Et ça coûte une énergie dingue. Et ça coûte une énergie dingue pour 98% qui n'ont pas besoin de contrôle. Donc on est bien là-dedans. Donc c'est cette partie-là, ligne de flottaison, dans laquelle on va revenir, on va se trouver. Et de prendre une décision qui est une décision de bonne foi, qui n'a pas été correctement prise. Donc soit c'est de la malhonnêteté, mais en réalité ça ne l'est pas, parce qu'il l'a fait en pensant que c'était bien de le faire, en pensant que c'était normal. Je prends un exemple du type, vous avez beaucoup de voyages à faire à l'étranger, et puis vous voyagez samedi au dimanche, comment sont comptés les jours où vous voyagez. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent avoir une opinion, d'autres. Donc ils peuvent mettre leurs jours comme étant des jours de congé ou non, ou travailler ou non. Et là, en effet, c'est une question un peu personnelle. Ça n'a pas d'importance. En fait, là, ça peut être une question, ben voilà, dans l'entreprise, généralement, comment ça se passe, où on se met d'accord sur quoi. Et à ce moment-là, après, les choses se passent de manière très claire entre les associés. J'ai une question sur les recrutements. Oui. Par rapport à ce que vous dites, comment justement, est-ce que c'est des cooptations? Est-ce que finalement, comment vous reconnaissez les gens dont vous vous dites qu'ils seront bien heureux, ils participent de ces valeurs, etc. Il y a plusieurs choses en effet auxquelles l'entreprise fait extrêmement attention. C'est le recrutement, c'est un point qui est très sensible, mais pour toutes les entreprises, ça coûte très cher et personne ne cherche à se planter. C'est vrai que pour ceux qui se font embaucher, c'est pas facile. Après, c'est difficile de trouver un job, mais vous tous, si vous avez vu embaucher, c'est excessivement difficile d'embaucher également. Donc c'est sûr que c'est un point dans lequel on va prendre du temps à nouveau. On va prendre du temps et on va avoir à nouveau un groupe de recrutement avec un champion du recrutement qui va emmener, qui n'est pas forcément RH, qui peut être plutôt de la division ou du groupe qui est concerné. Et il va définir bien ce qu'il veut comme profil. Et puis peu à peu donc faire venir des candidats. Et ce groupe-là, on va essayer d'avoir des angles différents sur le candidat. Donc je dirais que peut-être la chose un peu originale qui se passe, c'est qu'un candidat chez Gore va avoir, dans un système comme celui-là, va avoir beaucoup d'entretiens, énormément d'entretiens avec énormément de gens, de personnes différentes. Et après, on va échanger sur qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a vu. C'est extrêmement riche. Parce que du coup, les personnalités, on arrive à avoir une bonne idée de la personnalité. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans les recrutements? On n'est pas sur le diplôme. Vraiment, il faut qu'on sache à peu près ce que c'est faire les personnes. On va regarder sur le plan personnel la force qu'ils ont, les talents qu'ils ont. Et leur capacité à avoir de l'autonomie. C'est pas forcément, si vous n'êtes pas autonome avant, c'est pas forcément un problème, mais cette capacité à pouvoir réagir, on arrive à tester à peu près, sur pouvoir réagir dans des situations où on vous laisse en autonomie. Très vite aussi, on parle avec les candidats, quand on est intéressé, de la culture de l'entreprise, pour savoir s'ils se sentent à l'aise. Et puis le dernier passage, je ne passe pas toute la chose, le dernier passage, c'est qu'il est mis dans l'équipe, pour que l'équipe elle-même puisse dire, il n'est pas qu'il puisse connaître, mais aussi que l'équipe elle-même puisse dire, oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Ou j'ai vraiment un problème. Voilà. Donc c'est un processus qui est assez long. Le dernier point de ce processus, quand on a engagé quelqu'un, on va parler des sponsors, donc des parrainages, mais il y a un parrain de départ qui va aider à s'intégrer à ce type d'organisation dans l'entreprise, qui va l'emmener.
Et d'autre part, il va y avoir au bout de 6 mois à 1 an, vraiment officiellement une discussion avec le salarié, avec l'associé, pour dire voilà, ben, tu commences à connaître l'entreprise, tu commences à connaître bien quels sont les besoins. Jusque-là, bon, on t'a défini ce que tu avais à faire. Maintenant, tu vas définir, toi, ce que tu veux faire pour l'entreprise. Et en fait, là, on tombe sur l'engagement personnel. Il n'y a pas de périmètre de job qui se définit. Mais alors, du coup, est-ce qu'on reste dans la... Je ne sais pas si vous embauchez on parle de marketing, on va oui. faire ça. Finalement, la personne peut se révéler beaucoup plus intéressée et performante pour faire autre chose que oui. ce pourquoi vous l'avez oui. embauché. Oui. Et puis vous pouvez avoir d'autres oui. besoins. Enfin, comment ça fonctionne? Parce que c'est ça aussi qui est... En fait, ça commence par le besoin personnel. Donc en effet, le besoin, l'envie était l'élément de base. Voilà, on n'est pas dans le diplôme, on est dans l'envie. L'envie, les talents. Évidemment, on commence à connaître mieux au bout de 6 mois, 8 mois, la personne, donc quels sont ses talents. Donc évidemment, ça va être un mix des deux. Ensuite, en V, c'est les compétences. Il peut y avoir des compétences ou non. Est-ce qu'on peut les acquérir? Et surtout, le troisième point, ça va être, est-ce que aussi ça correspond à un besoin de l'entreprise? Bien entendu. Et ça, ces trois-là, j'ai un petit élément là-dessus, enfin une slide là-dessus. Et c'est cet élément-là, quand tout va être réuni, qui va être ce qu'on appelle dans le jargon Gore sweet spot, hein, c'est-à-dire que c'est l'endroit où vous vous retrouvez dans une situation où vraiment vous êtes bien, vous aimez ce que vous faites, vous êtes talentueux pour le faire, vous avez appris, et ça correspond à un business, donc ça correspond à véritablement une contribution que vous voyez directement à l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on cherche tout le temps à garder. Par contre, ça bouge au fur et à mesure. Chaque associé, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, veut bouger, veut changer, évidemment, et donc c'est un mouvement qui est perpétuel. Et comment on en tient compte? Alors, on en tient compte, on va parler en effet de comment est-ce que les choses se mettent en place. Oui, dites-moi. Oui, j'ai une question sur l'identité des groupes. On a parlé d'individus, oui. on a parlé de groupes. Oui. Comment se gère la fabrication des identités de groupe et est-ce que ça peut conduire par exemple à des compétitions entre groupes à l'intérieur de l'entreprise? Alors, les groupes s'organisent autour des besoins business. D'accord. Après, il y a quand même en effet dans la coordination, par exemple pendant très longtemps, on a été organisé en Europe par pays. Après, comme l'Europe s'est construite dans les années 2000, on a changé pour un système qui était un système de plus en plus européen, collectif européen. Mais en effet, c'est la coordination du textile qui a décidé à un moment donné que c'était un vrai sens par rapport au marché. Donc en effet, il faut que ça ait un sens. Soit on s'organise autour des clients, soit autour d'un projet de développement, soit autour d'un pays. Mais il faut juste que ça ait un sens. Il n'y a pas de choses écrites, c'est juste qu'il y a un moment donné où ça paraît avoir un sens pour l'ensemble du groupe textile de s'organiser comme ça. Donc il y a toujours des consultations. Si on y va comme ça, est-ce que vous seriez OK? Est-ce que vous pensez que ça a du sens? On entend toujours du feedback. Et oui, ça a un sens, vraiment, il faut s'organiser de plus en plus au niveau européen parce que nos clients sont européens, ça n'a plus de sens, nous, commerciaux, on le sait, ça n'a plus de sens d'avoir vraiment que des décisions qui sont prises au niveau local, donc il faut qu'on change. Donc tout le monde est d'accord pour changer. Vous voyez? Et donc ça se réorganise à ce moment-là, non plus autour des pays, mais ça va être organisé autour de catégories. Et ça va être la moto, Europe, chou. Ça va être le nautisme, Europe. Et donc les groupes se constituent autour de ça. D'accord? Mais ça pourrait être demain autre chose. Ça dépend du marché. C'est très souple, c'est très flexible. Il faut garder cette flexibilité, cette capacité à pouvoir bouger comme ça dans le type d'organisation. Comment on gère la compétition et l'ego des gens entre des groupes qui veulent y aller en même temps? Alors il y a déjà une chose qui aide énormément, c'est qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de rang. Donc ça enlève déjà énormément de problèmes de compétition. En plus ça c'est très égalitaire. Par exemple sur des choses très, très simples qui amènent à beaucoup de compétition du genre une catégorie de salariés ont le droit à iPhone, pas les autres. Une catégorie a le droit à l'Audi A6, pas les autres. Il y a beaucoup de choses comme ça physiques qui sont supprimées. Ce qui fait que la compétition, elle existe, bien entendu, parce qu'on est des hommes et des femmes, mais elle est, d'une certaine manière, on enlève déjà une bonne partie qui sont de la